Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre participation à la Sprint Review Easy Mesure, donc numéro 55, qui a débuté le 19 janvier 2022 et qui s'est arrêté aujourd'hui, le 7 mars 2022. Le thème de la sprint précédente, c'était Easy Counter is coming. C'était donc le démarrage du nouveau module Easy Counter qui va permettre la saisie des identifiants Sushi 5, Counter 5, et puis le moissonnage donc de ces identifiants auprès des plateformes éditeurs pour pouvoir récupérer donc les rapports d'usage dans des espaces dédiés, des espaces publishers, avec des tableaux de bord génériques mis en place donc, pour cette occasion. Donc, le thème de cette sprint aujourd'hui, c'est la matrice. La matrice, pourquoi la matrice? Eh bien, c'est le résultat en fait des métriques que l'on a pu faire avec tous les identifiants qui ont été saisis par les établissements. C'est Dominique qui va la présenter aujourd'hui. Il y en aura deux matrices. Une première matrice justement pour nous donner des chiffres et des résultats sur la campagne de la saisie des identifiants sushi. Et la deuxième matrice, eh bien, ça va être la matrice de moissonnage, puisque actuellement, donc, on en est toujours à la phase donc, de la saisie des identifiants, mais au niveau interne, au niveau de l'équipe, on a commencé à lancer le moissonnage en test pour le CNRS et aussi quelques établissements donc, phares. Le résultat justement de cette matrice d'identifiants qui nous permettait de dire que les identifiants auxquels il y avait le plus de résultats positifs dans la saisie des identifiants, eh bien, on a testé pour eux le moissonnage et le rapatriement donc, de ces données dans un tableau de bord qu'on va aussi vous présenter aujourd'hui. Et cette présentation se fera conjointement avec mon collègue Xavier Launois, donc du service négociation. Alors, le thème, donc j'en ai parlé, et donc le sommaire, eh bien, on aura toujours la partie communication, la partie analogie que je vous présenterai ensuite, et puis on passera donc à la partie EasyParse avec l'intervention de notre collègue Laurent Nabias de l'université PSL sur le middleware Labelize. On vous donnera des informations sur la production, donc les actions courantes. Et d'ailleurs, à ce propos, on envoie un bonjour à notre ami Laurent Pelletier en lui souhaitant un prompt rétablissement. Il y aura la partie ZN Paywall qui sera présentée aussi par un autre collègue du CCSD. Et puis, pour la partie Easy Mesure, eh bien, Yannick nous tiendra au courant donc, de cette partie moissonnage qui est importante pour Easy Counter. Et puis, Dominique présentera les deux matrices donc, que j'évoquais en présentation. Et enfin, Xavier et moi, on vous présentera le tableau final, le tableau générique Counter 5 qui sera chargé donc en fin de moissonnage à tous les établissements qui auront saisi des identifiants dans Easy Counter. Et puis, tout en fin de session, c'est Thomas qui parlera de ReadMetrics et des avancées sur ReadMetrics. Voilà. Donc, on passe à la partie communication. Et donc, le bilan des supports mutualisés, donc les supports mutualisés qu'on avait mis en place pendant la crise sanitaire et qu'on poursuit, puisque c'est un format qui a très, très bien fonctionné. Donc là, pendant cette période de sprint, on en a fait 3 sur les thèmes la certification des plateformes dans les mesures, la prise en main du nouveau tableau de bord dans Kibana version 7.14 et puis aussi une version avancée pour les correspondants de la création de visualisation et intégration dans le tableau de bord, donc pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans la personnalisation de vos tableaux de bord dans Easy Mesure. 6 heures ont été consacrées avec 16 participants et puis 14 établissements partenaires. On a aussi 22 nouveaux utilisateurs qui viennent de s'inscrire dans Easy Mesure suite justement à la campagne que l'on est en train de faire actuellement, la campagne avec la création d'Easy Counter pour la saisie des identifiants Sushi 5. Voilà.
Pour les webinaires, eh bien, justement, les webinaires, c'est toujours sur ce thème Sushi Counter 5. On en a fait un le 24 janvier et un autre le 31. On vient d'en faire un aussi, alors il n'est pas noté, mais on en parlera la prochaine fois. On vient d'en faire un juste à l'instant avant cette sprint review pour justement aider les nouveaux collègues inscrits à saisir leurs identifiants. Voilà, donc ça se passe très bien. Et on va poursuivre donc cette démarche pendant tout le mois de mars, donc le 14, le 21 et le 28 mars. Pour le blog, donc les nouveautés dans le blog, eh bien, il y a des articles qui sont très intéressants et on va vous en parler aujourd'hui. C'est justement à propos de cette matrice que vous pouvez voir ici sommairement donc, en extrait d'article. C'est Dom qui en parlera tout à l'heure. Et puis, des articles qui vont vous permettre de bien saisir vos identifiants dans EasyCounter avec des tutoriels et les bonnes pratiques à utiliser. Et puis, voilà, on a mis aussi un article aussi sur la journée parseur que l'on va évoquer ensuite. Et justement, la partie analogiste, donc avec les métriques analogistes, on a 478 parseurs qui sont intégrés dans EasyParse. On a 204. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? J'entends quelqu'un qui parle dans un. Enfin, j'entends des bruits dans un micro. C'est bon? Merci. Alors, donc je poursuis. Donc, on a 204 parseurs qui sont actuellement utilisés pour la période du 1er janvier au 1er mars dans EasyMeasure. Voilà les métriques EasyMeasure. On a 14 millions d'événements de consultation accès réussis actuellement, donc entre le 1er janvier et le 1er mars. Les plateformes donc les plus représentatives, enfin celles qui génèrent le plus d'événements de consultation sont en tête Cyberlibris, NCBA, Kern, la plateforme Istex, Dalos et Sciences Direct. Voilà, et donc bien, je disais 204 plateformes, donc 204 parseurs actuellement en fonctionnement. Donc ce chiffre évolue tout au long de l'année puisqu'on se retrouve en fin d'année souvent avec plus de 140 millions d'événements de consultation. Alors, je le disais tout à l'heure, je parlais de notre collègue Laurent qui est actuellement en convalescence, donc on pense bien à lui et on remercie justement l'équipe de prod de l'INIST CNRS qui gère donc les plateformes BIP CNRS et les plateformes EasyMeasure. Donc, on a retraité tous les logs de BIP CNRS pour l'année 2021 dans EasyParse. On vous en parle régulièrement pour pouvoir bénéficier des mises à jour que l'on fait à chaque journée parseur, donc création de nouveaux parseurs pour des plateformes ou des mises à jour. Je vous donne l'exemple de la plateforme qui est intégrée dans iWire, c'est AAAS, qui depuis septembre 2021 a sa propre plateforme avec des DOI en identifiant, donc il ne fait plus partie d'iWire. Eh bien, cette mise à jour des portails se justifie justement pour pouvoir maintenant différencier les événements de consultation fournis par Airwire et les événements fournis par cette plateforme en autonomie. Donc, on a retraité 10 portails. Ces portails donc, qui génèrent beaucoup d'événements de consultation, plus de 6 millions. Et donc, ça s'est passé donc en début d'année dans EasyMeasure. Les journées parseurs, donc les mises à jour, je vais passer assez brièvement puisqu'on a publié un article de blog justement sur ces mises à jour. Donc Cambridge University Press, la plateforme Istex, on a travaillé avec nos collègues d'Istex pour améliorer le parseur. On a travaillé aussi sur OECD et De Gruyter avec nos collègues du Luxembourg et aussi pour la plateforme Naxos, qui est une plateforme musicale. Et puis, on a travaillé aussi, Léo et Yannick valident régulièrement le travail qui est fait par nos collègues de l'OCLC, donc pour World Book Online et Gale S'engage. Donc, ce sont des travaux qui sont faits par nos collègues américains. Et on va passer à la partie EasyParse et je vais donner la parole à Dominique qui va nous présenter son invité. Et alors, sur la partie EasyParse, vous savez qu'on fait très peu de nouvelles fonctionnalités sur EasyParse. La plupart maintenant des nouvelles fonctionnalités se matérialisent par des middleware en fait.
on se sert des middleware pour rajouter des fonctionnalités à EasyParse. Et là, en fait, on a souhaité faire intervenir, enfin, j'ai proposé à Laurent Nabias d'intervenir parce qu'en fait, il représente l'Université Paris Sciences Lettres, il va vous dire ce que c'est. C'est en fait un établissement, mais enfin un rassemblement d'établissements qui a des besoins propres. Et donc, on a voulu répondre à ces besoins propres. Vous savez que si vous avez des suggestions d'amélioration d'EasyParse, on est à votre écoute. Et donc, on en a discuté avec lui. Il y avait des choses qui existaient, mais ça ne suffisait pas. Donc, je vais le laisser présenter l'Université Paris Sciences Lettres pour qu'il nous explique un peu quel est leur cas d'usage. Et puis, on rentrera un peu dans le détail du fonctionnement de ce qu'on a mis en place pour eux. Donc, Laurent, si tu veux, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Donc, moi, je suis Laurent Nabias, je suis ingénieur d'études et au sein de l'Université Paris Sciences Lettres, qui est un établissement public expérimental. Je crois qu'il y en a au moins deux, puisqu'il y a aussi Paris-Saclay, dans le même cas que nous. En fait, effectivement, nous avons 9 établissements, l'Université Paris Sciences Lettres est composée de 9 établissements composantes, donc vous avez la liste devant les yeux. On a 2 établissements associés, qui sont le Collège de France et l'Institut Curie, et un certain nombre d'universités partenaires. Et au sein de ces universités-là, nous avons 16 établissements qui ont signé une convention pour partager le coût de ressources électroniques qu'on appelle mutualisées, ressources mutualisées. L'année dernière, nous avons refait un système d'information documentaire, on a repensé le système Infodoc, et il se trouve que nous avons certaines données, certaines connexions des établissements passent par un reverse proxy commun, il a fallu donc trouver une solution au niveau d'EasyParse pour essayer de distinguer la provenance des connexions des établissements dans un même proxy, sachant également qu'avec les négociations en cours au niveau de Cupra, notamment avec Kern, étant donné qu'on est un établissement public expérimental, on nous impose un seul compte statistique unique pour tout le monde. Donc, du coup, on ne pouvait plus se baser sur les données éditeurs pour faire la distinction, il fallait qu'on fasse la distinction au niveau des stats du reverse proxy. Voilà, en gros, pour les établissements composantes, les principales, vous avez l'École des Chartes, l'ENS, les Mines Paris, Chimie Paris Tech, le PHE, l'Observatoire, le SPCI et le Conservatoire supérieur d'art dramatique. Et Dauphine, le plus important, évidemment, la plus grosse composante, c'est l'Université de Paris-Dauphine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement. Et donc, on a mis une copie d'écran en fait de votre outil d'interrogation voilà. En fait de votre. Alors, on a un outil qui est Primo, l'outil Exlibris, qui est relié à plusieurs systèmes d'information, plusieurs SIGB différents. On n'a pas le MA derrière. Peut-être s'il y a un établissement qui y est, mais il n'est pas encore connecté. Mais voilà, on n'est pas intégré dans le cadre d'un GBM. On a plusieurs SIGB derrière. D'où la complexité. On a plusieurs instances SFX également. Et donc, voilà. OK. Donc, sur le slide suivant, on va voir en fait comment on a essayé de répondre aux besoins. Donc, dans un premier temps, on a conseillé l'utilisation d'un middleware qui existait déjà, qui s'appelle On-Campus Counter. Donc, en fait, ce middleware On-Campus Counter, il se base sur le masque de l'appelant, en fait, de la personne qui interroge, de la machine utilisée par l'utilisateur qui interroge. Et donc, selon ce masque, on peut dire si, avec un certain nombre de plages IP, si les utilisateurs sont sur le campus ou s'ils sont à l'extérieur. Mais dans ce cas d'usage-là, ça ne suffisait pas. Même si on a réussi à faire un certain nombre de mappings déjà, on a fait une première passe de test. Alors, je ne sais pas, ça recouvrait combien de pourcents des données, Laurent, tu as peut-être… alors là, c'est pour donc les personnes qui se connectent quand ils sont en local dans les universités. J'ai l'impression les gens qui se connectent à distance sont quand même plus nombreux que les gens qui se connectent en local, mais je n'ai pas la proportion en tête. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a dû investiguer plus. Et donc, du
coup se baser sur autre chose qui n'était pas en fait forcément le masque qui servait à On-Campus Counter, mais en fait sur le contenu d'un autre champ. Et donc, il se trouve que dans le champ login, en fait, on pouvait reconnaître une partie des informations, en particulier le domaine. Le domaine pouvait être utilisé pour caractériser les utilisateurs qui interrogeaient. L'idée, c'était quand même de permettre de faire quelque chose qui soit relativement générique. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on a déjà fait en fait cet usage du champ login pour extraire une partie des informations, mais ce qui manquait, c'était de dire, ben voilà, la partie qui va servir à identifier qui est dans le login, elle n'est pas très parlante en fait, hein, c'est des noms de domaine, c'est pas des noms de campus, donc il faudra autre chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé une succession de middleware. Donc, on a déjà utilisé un premier middleware, c'est On-Campus Counter, qui nous permettait déjà de faire un premier tri. Et ensuite, on a utilisé le middleware Cut, qui lui nous permet de découper le champ login pour extraire la partie domaine et donc la partie utile. Et ensuite, on a créé un nouveau domaine, donc un nouveau middleware, pardon, le middleware Labelize, qui permet, à partir du contenu d'un champ, de lui attribuer des étiquettes, en fait. Et donc, c'est ce qu'on voit. On voit en fait, tous ces middleware sont documentés hein, sur la documentation GitHub d'EasyParse. Et donc, du coup, si on regarde sur le slide suivant, on va voir comment on peut utiliser en fait le middleware Labelize. Et là, je laisse la parole à Léo parce que c'est lui qui a écrit ce middleware Labelize. Et donc, il va nous expliquer comment on configure son EasyParse en modifiant le config.local.json et ce que ça fait. Oui, alors bonjour, est-ce qu'on m'entend? Parle Oui, plus fort, on t'entend Léo. bien. Attends, c'est déjà ça. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, je vais vous expliquer comment on peut utiliser ce middleware. Donc, premièrement, il va d'abord falloir mettre à jour votre instance EasyParse, donc dans la partie middleware, dans la partie administration. Ensuite, il faudra modifier le fichier config local.json d'EasyParse en ajoutant un nouveau champ, le champ EasyParse Labelize. Donc, c'est un tableau d'objets qui est composé de 3 champs. On a premièrement le champ from, ensuite on a result fields et enfin on a mapping. Donc, le champ from, il va indiquer sur quel champ le middleware va regarder. Le champ result field va indiquer le nouveau champ qui va être ajouté par le middleware. Et en dernier, donc le champ mapping qui est en fait la table de correspondance pour le middleware. Donc ça fonctionne par un système de clé-valeur. Le middleware va regarder s'il trouve la clé dans le champ from et s'il la trouve, il va mettre la valeur dans le champ result field. Alors, il faut noter aussi que si vous voulez utiliser ce middleware, il faudra redémarrer EasyParse pour que ça prenne en compte la nouvelle configuration. Voilà, on voit aussi donc du coup un exemple de résultat. Hein. On voit qu'il y a 2 nouveaux champs, le champ domain name et puis le champ organization. Et on voit qu'il y a eu une labellisation. Et on voit aussi que on respecte l'anonymisation puisque le champ host il est haché. Et donc voilà, il n'y a pas d'informations sensibles qui sont transmises comme d'habitude avec EasyParse. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur l'usage de ce middleware, parce qu'il vous semble intéressant, on pourra les prendre à la fin. Mais je pense que là, c'est assez puissant, en fait, hein, ce middleware, puisqu'il peut être utilisé pour n'importe quel type de champ à qui on voudrait attribuer des labels. Je précise aussi que la partie gauche, l'identifiant, je la fais pas remonter vers EasyMeasure parce que pour des raisons RGPD également. Voilà. La partie gauche du mail. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Et puis, on va passer à la partie production. Les actions de production, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est la vérification par l'équipe de prod de l'INIS CNRS. Donc, vérification des traitements quotidiens. Donc, BIP CNRS, gestion des flux, ajout de clés d'API de ZNP Wall. On va en parler tout à l'heure justement avec notre collègue du CCSD, une clé spéciale API pour eux pour qu'ils puissent utiliser EZNP Wall. Et puis, la préparation de l'environnement de ReadMetrics. Thomas en parlera en fin de session. Donc, toujours la mise en place d'une instance de démo
ReadMetrics. Voilà les actions. Et puis, donc, on va passer à la partie EZ Meta qui va être présentée par Léo et son invité. Oui, alors durant cette sprint, on a eu un nouveau partenaire sur Easy Paywall qui est le CCSD. Alors pour rappel, Easy Paywall, c'est le miroir d'UnPaywall qui est hébergé à l'Inist. Et UnPaywall, c'est globalement une base de données de ressources électroniques disponible en libre accès. Et donc Easy Paywall, ça propose une API GraphQL qui va permettre de faire des requêtes par lot et qui va se mettre à jour ces données quotidiennement. Donc on a déjà l'extension de navigateur Click and Read qui l'utilise depuis octobre 2021. Donc Click and Read, pour rappel, c'est une extension qui va permettre de scanner vos pages web afin d'afficher des boutons pour accéder aux ressources électroniques disponibles en libre accès. Et donc depuis février 2022, donc l'équipe de production a donné accès à notre API, donc via la création d'une nouvelle clé d'API au CCSD, et donc ils commencent à l'utiliser en production. Et donc, ils vont nous faire un retour sur leur utilisation. Donc, Ashraf, c'est à toi, si tu veux bien, si tu nous entends. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on t'entend. Voilà. On peut passer au slide suivant, peut-être? Ouais. Bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Ashraf Hazar, je suis ingénieur en informatique dans l'équipe CCSD qui développe et maintient la plateforme HAL. Donc HAL, c'est une archive ouverte nationale basée sur les principes du libre accès et de l'auto-archivage. Donc pour créer un dépôt dans HAL, il faut renseigner un certain nombre de métadonnées. Et donc, selon le type de la publication, selon parce qu'on a aussi plusieurs portails pour les institutions et tout. Et donc, parmi ces métadonnées, on a le DOI. Donc là, par exemple, dans les presque à peu près 3 millions bientôt, on a 1 million de DOI. Et donc, avec ces DOI-là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le service UnPaywall qui permet d'avoir la correspondance entre ces DOI et des liens en open access. Et donc là, en faisant ça, on a actuellement 600 000 liens, 650 000 liens en open access pour l'instant. Et donc, au début, on se basait sur l'utilisation directement de l'API UnPaywall. Et donc, là, on souhaite basculer sur le miroir Easy UnPaywall, sachant que dans les futurs cas d'usage, pour l'instant, le cas d'usage qui est pris en compte, c'est uniquement le premier cas, c'est-à-dire un dépôt avec TOI. Voilà, on a affiché un lien sur la description de la publication pour renseigner le lien en open access. Et donc d'autres cas d'usage qui sont encore en projet, c'est pour tout ce qui est les publications citées, pour lesquelles bien sûr on a pu identifier un DOI. Et donc on souhaite aussi proposer des liens pour faciliter la navigation vers le texte intégral. Et aussi pour pouvoir aussi faire des mises à jour un peu de façon régulière de l'ensemble des correspondances entre DOI et liens en open access. Voilà pour cette partie-là. Donc pour la présentation, depuis la mise en place depuis février, donc on a quand même pas mal de requêtes qui sont lancées sur le service Easy UnPaywall. Donc dans la slide suivante, on peut voir que on a fait des 600 000, actuellement on arrive à 8 millions de requêtes, on a fait 8 millions de requêtes déjà entre presque, ça fait presque moins d'un mois à peu près. Tout à fait un mois. Ouais. Pour les stats qu'on a affichés là actuellement. Oui, c'est du 11 février au 3 mars. J'ai lancé ça vendredi. Ouais, donc du coup, effectivement, là, le truc, c'est qu'on est notre propre client en fait. Hein. Donc on mesure on
on fait des statistiques de données d'usage de Easy Paywall. Donc, de la même façon, on utilise EasyParse, on analyse les logs de l'API Easy Paywall, et on a en fait cet usage. Et là, donc, du coup, on charge aussi ça dans Easy Mesure. On peut mettre en fait des critères. Et donc là, quand on met le critère sur le CCSD, voilà ce qu'on obtient depuis début février, en fait. Voilà. Et donc ça nous permet de suivre régulièrement les interrogations. On voit donc qu'il y a à peu près équivalence là, actuellement entre le nombre de requêtes et le nombre de DOI interrogés. Voilà. Ouais, c'est pour ça, donc sachant que ce graphe, surtout le graphe à gauche, il est susceptible d'évoluer parce que pour l'instant, on n'exploite pas l'envoi par lot des DOI. Et on a aussi pas mal d'optimisation à faire au niveau de nos scripts qui utilisent cette API-là pour un peu faire juste ce qu'il faut pendant l'utilisation de cette API aussi. Et donc, les requêtes vont baisser avec le temps. Normalement. Voilà. Ouais. Mais le résultat sera le même, puisque vous interrogerez plusieurs DOI en simultané. Oui. Voilà. Après, nous, on se posait des questions aussi, parce que HAL, c'est pour nous un gros client, en quelque sorte. Quand même, ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Donc, on se disait, bon, voilà, on va voir ce que ça donne, mais en fait, bon, ça se passe très bien. Et bon, j'espère que pour vous aussi, HAL, ça se passe très bien. Et donc, du coup, c'est le début d'une bonne collaboration, je pense. Un très bon cas d'usage, en tout cas. Bon, en tout cas, pour nous, c'est un très bon cas d'usage. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Ashraf ? Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, bon, là, c'est pareil. Si vous avez des questions, oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Et puis, on va donc continuer le cours de la sprint. Et on va arriver donc dans la partie Easy Mesure avec les évolutions. Je pense que c'est toujours toi, Dom, qui doit présenter cette partie-là sur l'intégration des données. Du coup, ça, c'est un slide que vous avez déjà vu à la sprint précédente, mais bon, c'est la deuxième partie. C'est pour faire un rappel sur les. En fait, on parle nous de campagne de campagne. On est actuellement dans la campagne de saisie des informations Sushi, donc qui sont composées des phases 1 et 2. On ouvre des comptes et vous pouvez saisir des informations, et on prépare la phase 3 qui est la campagne de moissonnage. D'accord ? La campagne de moissonnage n'est pas encore commencée, elle va commencer, on donnera le démarrage bientôt, sachant que pour qu'on puisse la commencer, il faut que la campagne de saisie des informations Sushi soit terminée. Donc, on ait suffisamment d'établissements qui aient saisi suffisamment d'informations Sushi pour qu'on puisse se lancer dans le moissonnage. Le moissonnage, comment on le prépare ? On le prépare en regardant, donc, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, pour nous-mêmes, pour le CNRS. Donc, on réalise notre propre moissonnage avec la machine de pré-production. On va valider que ce moissonnage est bien conforme avec ce qu'on attend, parce qu'en fait, on se rend compte à l'usage que même si les éditeurs se réclament de Counter 5, Sushi, etc., c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des petits cas particuliers qu'on est obligé de régler, tout ça. Donc, tout ça, on ne veut pas se lancer dans le moissonnage tant que tous les problèmes ne sont pas réglés. On a commencé le test pour quelques autres établissements comme INRIA, Rennes, et puis Pasteur. Voilà, Institut Pasteur. Donc, quand on aura validé tout ça, on passera à la campagne de moissonnage. Ça ne saurait tarder, c'est probablement dans le sprint qui va venir. Voilà. Et puis, bien sûr, après, il y aura l'exploitation. Et l'exploitation, ça donnera lieu à des webinaires explicatifs pour vous présenter ce que va vous présenter aujourd'hui Fred et Xavier, enfin, ce que vont vous présenter Fred et Xavier, un dashboard qui va vous permettre d'exploiter les données et qui permettra, via l'ouverture des espaces EasyCounter, de consulter vos données qui auront été moissonnées. Et par contre, on compte sur un retour de votre part aussi, suite à ces moissonnages, à sa mise à disposition des données. Bien sûr, il faudra que vous vérifiez que chez vous tout va bien pour qu'on puisse se baser sur des données qui sont bien cohérentes et qui puissent être exploitables efficacement.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on organisera un webinaire pour présenter et on organisera un webinaire pour faire justement un retour des établissements qui permettront d'envisager une V2 du tableau de bord, puisqu'on ce qu'on va présenter tout à l'heure avec Xavier, ça va être la V1, le premier tableau de bord générique. Alors ensuite, c'est... ah oui, donc sur ce slide, vous voyez, en fait, c'est un rappel de l'écran d'administration que certains d'entre vous ont déjà utilisé pour valider les informations Sushi, donc via la page d'administration EasyMesure des utilisateurs que les utilisés accèdent. Donc, il y a un certain nombre d'informations. Donc, vous saisissez une liste, enfin, une série d'informations Sushi pour les plateformes. Donc, il peut y avoir pour la même plateforme plusieurs informations saisies parce que vous pouvez avoir des packages, hein, vous pouvez avoir des abonnements différenciés. Au niveau de l'INIST, on a 10 portails, donc on a 10 potentiellement, on peut avoir plusieurs packages. Voilà, et vous avez la possibilité de tester en fait ces informations Sushi, parce qu'en fait, quand vous allez renseigner quelle plateforme, et puis généralement ça s'appelle le requester ID, et puis je sais pas l'autre, Customer ID. Le Customer ID. Voilà, donc on fait un test sur la plateforme, on regarde si ça marche, c'est vert, si ça marche pas, c'est rouge. C'est par exemple, on le voit dans l'écran, la Kern par exemple, ça ne marche pas. Donc pour faire ça, on coche à gauche. Sur la droite, il y a un petit un petit message qui apparaît. Ça permet de vérifier la connexion. Voilà. Via aussi la roue crantée, on peut aussi voir un peu plus d'informations. C'est-à-dire, on peut modifier, on peut dupliquer si on en a plusieurs qui sont sur la même plateforme, mais avec des packages différents. Et puis on peut regarder quels sont les rapports disponibles, sachant que dans un premier temps, on ne moissonnera que les rapports maîtres et puis que les PR dans un premier temps. Les TR, pardon, dans un premier temps. Les TR. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce slide. Je passe au suivant. Donc, qui est assez riche. On va parler de la matrice, la fameuse matrice, voilà. La première. Alors, la première matrice qui fait peur. Non. Donc, on est donc dans cette campagne de saisie d'informations Sushi. Donc, on a en fait développé une commande qui s'appelle EZEDA, qui nous permet, nous, de faire le suivi en ligne de commande de ce que vous faites au niveau d'EasyMesure quand vous saisissez vos informations Sushi. Et donc, on peut avoir une photographie relativement précise de ce qui est en cours. Et vous voyez en fait, en ce qui marche, en rouge, c'est ce qui ne marche pas, en bleu, c'est ce qui n'est pas testé encore. Voilà. Et donc, du coup, on a un certain nombre d'établissements qui ont déjà fait des saisies d'informations Sushi pour qui ça a marché, un certain nombre chacun. Et donc, via cette matrice, on peut trier en fait dans l'ordre qui a saisi le plus et de manière à choisir les établissements qu'on va prioriser puisqu'il y en aura plus. Et de la même façon, pour les plateformes, on va voir quelles sont les plateformes qui sont le plus sollicitées par les établissements. Et donc, de la même façon, on peut les saisir, les trier de manière à les prioriser de la même façon. Voilà. On voit que pour certaines plateformes, par exemple pour Kern, il y a pas mal d'établissements qui ont fait des saisies. Par contre, il n'y en a aucune qui marche. Donc, quand on voit qu'il y a une partie des informations saisies qui sont vertes pour une plateforme, on sait que cette plateforme, elle fonctionne. Mais par contre, que potentiellement, pour certains établissements, ça ne marche pas. Alors, il faut trouver pourquoi. Donc, est-ce que c'est parce que les identifiants qui ont été saisis ne sont pas bons? Est-ce que c'est parce qu'il y a un contrôle d'adresse IP supplémentaire pour cette plateforme? Donc, voilà, il faut qu'on résolve tous ces problèmes avant, pour pouvoir clore la campagne de saisie des identifiants Sushi, sachant que on essaye aussi de régler les choses de manière globale pour que ça puisse fonctionner pour tout le monde. Par exemple, pour Open Edition, je pense qu'on pourra moissonner de manière globale, générale, assez facilement du point de vue utilisateur, par exemple, parce qu'on est directement en contact avec eux. Voilà, donc cette matrice, on la génère régulièrement. Là, c'est des chiffres de production que vous voyez. Elle nous permet de faire le suivi de ce qui se passe. Et tu disais tout à l'heure, justement, on parlait du CNRS. Le CNRS, on voit que 78 identifiants ont été saisis, 74
ont fonctionné en vert. Un seul a été rejeté, je pense que c'est Kern, et 3 n'ont pas été testés. Voilà, donc Voilà. c'est vraiment clair et précis. Et c'est pourquoi on a aussi parlé de l'Université de Rennes, Pasteur et l'INRIA comme un peu bêta-testeur, puisque c'était les établissements où il y avait plus de saisies d'identifiants et de résultats de sushi qui étaient positifs. Donc voilà, c'était des bons cas d'exemple pour nous permettre de moissonner en interne sur la pré-prod. Voilà, donc je pense qu'on peut passer au slide suivant. Alors c'est Yannick qui va s'y coller pour nous parler justement de ce travail en cours par rapport au moissonnage. Ah oui, alors donc du coup, en introduction, pour introduire ce que va dire Yannick, bien sûr, vous avez vu que tout ça, il y a pas mal d'hétérogénéité. Hein. Donc ce qu'on se dit, c'est que comme il va y avoir pas mal d'hétérogénéité, il va falloir qu'on sécurise tout ça. Et pour sécuriser tout ça, donc il va falloir moissonner pour beaucoup d'établissements et pour beaucoup de plateformes. Et donc, dans les cas où ça se passe pas super bien, ben, il faudra que on puisse, par exemple, si on moissonne pour un établissement, il va y avoir beaucoup de plateformes à moissonner. On peut pas tout faire en même temps. Et donc, il va falloir échelonner tout ça. Et c'est pour ça que Yannick a travaillé sur la mise au point d'un système de file d'attente qui va détailler maintenant. Oui, comme disait Dominique, on a commencé à tester le moissonnage pour le CNRS, mais aussi pour les établissements qui ont le plus d'identifiants, enfin de connexions qui fonctionnaient. Et mine de rien, ces tests-là, pour ça, on avait besoin de lancer du coup le moissonnage sur tous les identifiants, et on est déjà à pas loin de 200, si je dis pas de bêtises. Et donc rien que pour pouvoir lancer ça, on avait besoin de pouvoir mettre ça en file d'attente. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir sur cette vidéo. Tu me dis quand tu veux que je la lance. Vas-y, tu peux la lancer du coup. Donc la commande ZA, c'est ce qu'on utilise donc pour administrer. On peut lancer du coup un moissonnage pour un établissement donné. Donc là, on donne l'identifiant d'un établissement en lui donnant une période. Là, typiquement, on va lui donner toute l'année 2021, donc de janvier à décembre. Voilà. Et la commande là nous retourne, nous commence les moissonnages, et elle nous donne une autre commande qui va nous permettre de suivre les moissonnages, et on voit ici que la majeure partie reste en waiting et qu'il y en a toujours 3 en même temps qui se font. Voilà, ce qui va nous permettre de passer beaucoup plus facilement à l'échelle, parce que mine de rien, en production, à l'heure actuelle, on doit déjà avoir pas loin de 800 identifiants, et ça va continuer d'augmenter. Voilà, donc voilà, ça va être très important, et c'est un travail qu'on est en cours de finalisation, du coup. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que ça? Le Oui, travail. donc on a... Oui, pardon, Oui. excuse-moi, vas-y Yannick. Non, vas-y. Non, je voulais pas te couper en fait. Oui, donc on a pu tester. Là, sur ce sprint, on a beaucoup fait surtout du moissonnage, de l'affinage et du test de ce que ça pouvait rendre dans Kibana. Donc ça, c'est un petit peu la ligne de commande, c'est un peu austère, mais juste après, Xavier et Fred vous montreront le résultat attendu à la fin, qui sera naturellement beaucoup plus sexy. Et voilà. En fait, je voulais compléter en disant que ce test de moissonnage va permettre justement à Dominique de présenter sa matrice de moissonnage. Oui, effectivement. Tout à fait. Parce que on a donc, on revient justement sur le moissonnage avec. Tu peux peut-être commenter justement, Yannick, les résultats du moissonnage que l'on voit sur l'interface, que tous les utilisateurs pourront voir, même si je précise, ne lanceront pas le moissonnage. Oui. Tu confirmes? Effectivement. Donc nous, quand on va lancer le moissonnage, oui, je confirme, le moissonnage, c'est uniquement c'est nous qui avons la main sur les lancements. Par contre, en tant qu'utilisateur, si vous avez accès, si vous êtes correspondant et que vous avez accès à l'interface de saisie,
vous pourrez voir à tout moment où en est le dernier moissonnage pour chaque identifiant. Donc sur l'interface, donc ça c'est l'interface auquel vous êtes potentiellement déjà habitué, il y a une colonne état de l'import avec potentiellement aussi une date qui correspond à la date du dernier moissonnage. Et en fait, cet état de l'import, là, il vous permettra de savoir où ça en est. Est-ce que ça a été lancé et c'est en attente? Est-ce que c'est terminé et ça s'est bien passé ou non? Ou alors, est-ce que c'est actuellement en cours de moissonnage? Donc voilà, ça, vous pourrez le savoir. Vous ne pourrez juste pas lancer le moissonnage. Tout à fait. Et donc, de toute façon, je vais laisser Dominique parler pour, Oui. pour la fameuse matrice. Eh bien, justement, la matrice, après la matrice sur le résultat de la saisie des identifiants, on a maintenant une matrice que Dominique a mis en place pour montrer le résultat des moissonnages en cours. Voilà, bon, donc du coup, de la même façon qu'on a une matrice pour la saisie, la campagne de saisie des informations sushi, on va avoir une matrice pour la campagne de moissonnage. Et donc là, en fait, cette matrice que vous voyez, elle a été élaborée à partir des chiffres qui sont sur la machine, enfin des traitements qui se font sur la machine d'intégration, donc les tests dont a parlé Yannick. Ce que donc a précisé Yannick, c'est que le moissonnage, on appelle ça moissonnage, mais il y a plusieurs étapes. Hein. Il faut se connecter sur la plateforme, il faut lui demander, il faut lui faire une requête de rapport, d'un type de rapport. La plateforme, elle va répondre, elle va dire bah oui, voilà le rapport, ou alors elle va dire ah reviens tout à l'heure et puis tu auras le rapport disponible. Donc ça, il faut le gérer. Donc il y a différentes étapes et donc on va voir ces différentes étapes. Elles peuvent être vertes ou elles peuvent être rouges. Et donc du coup c'est ça qu'on va suivre, sachant aussi que on cherche à monitorer les temps de traitement pour pouvoir vraiment planifier tout le moissonnage. On cherche à avoir des temps et donc du coup c'est ce qu'on présente dans cette matrice là qui nous dit que par exemple pour le traitement qui a été fait, là on a eu 41 minutes. Bon, je pense que là je crois qu'il y avait 2 ou 3 établissements qui étaient moissonnés en même temps dans ces chiffres. Donc du coup ça nous permet nous de dire voilà, telle plateforme elle met longtemps, donc peut-être il y a certains moments où on peut l'interroger de façon plus privilégiée. Et il y a certaines plateformes qui répondent, qui sont vertes, mais on a des erreurs d'insertion. Donc là, il y a des choses qui sont dans les rapports qui ne sont pas correctes. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut qu'on puisse le monitorer aussi. Voilà. Donc tout ça, ça va nous permettre de valider chacune des étapes et de faire que les données qu'on aura intégrées dans EasyMesure seront valides et seront exploitables. Eh bien oui, qu'est-ce que c'est qu'une erreur d'insertion? Eh bien ça, c'est ce qu'il va falloir, c'est ce qu'on va devoir trancher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports sushi qui sont renvoyés par certaines plateformes, des fois ont des champs en plus ou des champs en moins potentiellement. C'est peut-être pour ça qu'il y a des erreurs chez EBSCOhost. Mais il faut que justement qu'on regarde quels sont les messages d'erreur qu'on a pu loguer au moment de l'insertion et qui provoquent ces erreurs. Voilà. C'est le cas de Cambridge University Press aussi. Ouais, Cambridge. Alors là, Cambridge, c'est carrément dès le téléchargement, ça marche pas. Oui. Voilà. Par contre, c'est EBSCOhost, pardon Yannick, peut-être que tu pourras compléter après, mais EBSCOhost, on a en fait un début, mais à l'insertion, on a des erreurs. Donc potentiellement, est-ce que c'est parce qu'il y a des champs en plus ou des champs en moins? C'est ça qu'il faudra qu'on vérifie. Oui, on va avoir, on a un certain nombre de cas variés, comme tu disais plus tôt, qui sont à gérer. Il faut savoir que quand on télécharge les rapports, on valide aussi les rapports par rapport à… Les rapports sont censés avoir un certain format défini par la norme Counter, et ça, on le valide. Et normalement, quand on commence à insérer, c'est que c'est censé être conforme. Ce qui fait que les erreurs qu'on a typiquement là pour EBSCOhost, on voit qu'on a des choses qui sont quand même insérées et mises à jour, ce qui signifie qu'on a quand même quelque chose qui est correct. Et dans ce cas-là, voilà, c'est à investiguer. Mais on a aussi des cas particuliers comme Springer par exemple, qui nous renvoie des rapports en partie, enfin qui sont valides,
mais pour lesquels ils vont nous ajouter des types de métriques qui ne sont pas, dans le standard. Ils vont rajouter un type de métrique spécifique pour être rétrocompatible avec la norme Counter 4, ce qui fait que leur rapport n'est pas validé, il ne passe pas notre étape de validation, mais pourtant il est parfaitement utilisable. Donc on a un certain nombre de cas comme ça qu'il faut encore qu'on identifie et qu'on arrive à investiguer. Tout à fait. Ce qu'on peut peut-être Voilà. dire, c'est que l'avantage de travailler à l'échelle consortiale, pour le coup, nous permet de résoudre les problèmes une fois pour tout le monde. Parce que ces problèmes, ils vont se présenter de la même façon pour tous les établissements. Du coup, une fois qu'on aura résolu le problème une fois, il sera résolu pour tout le monde Tout à fait. par le même coup, quoi. Tout à fait. Mais on s'attend à rencontrer des particularités chez certains éditeurs. Et même si le passage à Counter 5, la procédure d'audit qui est proposée par Counter et le fait que de plus en plus d'éditeurs s'y conforment, et pas, on le voit, une garantie suffisante pour nous permettre de travailler les yeux fermés, même si on aurait bien aimé. On sent que ça va être un peu plus compliqué que ça, quoi. Bon, on va continuer dans les bonnes nouvelles. Justement, les bonnes nouvelles, c'est que après ce moissonnage donc, qui a été évoqué et qui sera mis en route, donc ça sera la phase 3, comme disait Dominique, eh bien, quand ce moissonnage sera fait dans EasyCounter, eh bien, il y aura la création d'un espace publisher qui sera fait donc pour les établissements qui ont déjà un compte EasyParse, eh bien, ils auront un espace EasyParse et un espace publisher. Pour les nouveaux établissements qui sont en train de s'inscrire actuellement et qui sont en phase donc, de création d'identifiants, ils auront un espace publisher, un seul espace publisher. Et donc, après avoir chargé donc, ces données avec ce moissonnage donc, dans un index dédié, eh bien, nous allons charger automatiquement un premier tableau de bord générique. Et ce tableau de bord générique, comme on l'a fait pour la partie EasyParse, puisque vous savez que dans l'espace EasyParse, vous avez aussi des tableaux de bord génériques, eh bien, dans l'espace Publisher, vous allez avoir le tableau générique Counter 5. Ce tableau de bord, il a été élaboré donc, avec la complicité de mon collègue Xavier Launois, donc, qui est au service négociation. Donc, on travaille dans le même service, mais il y a la partie négociation qui est en amont et la partie mesure d'usage qui est en bout de chaîne. Eh bien, on travaille ensemble main dans la main depuis déjà un moment. Et donc, ce tableau de bord, on l'a élaboré ensemble. On a eu aussi l'aide de Thomas pour valider certaines informations dessus. Et donc, j'ai laissé Xavier le présenter, ce tableau un petit peu plus en détail. Donc, j'espère, je prie que le lien que j'ai mis va aboutir. Sinon, ce sera l'effet démo. Et que j'ai remodifié la veille. Non, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc, ce tableau de bord, tout le monde le voit? Vous me dites hein, s'il y a un petit souci. Donc, le tableau de bord rapport Counter 5, et je vais laisser Xavier le présenter. Et n'hésite pas, Xavier, à me dire si je dois descendre, on peut monter le tableau. Enfin, si tu as besoin que je clique sur certaines vues, n'hésite pas à me le dire. Ok, Fred, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Ok, parfait. Alors, voilà, notre but avec ce tableau de bord a été de produire un tableau, comme l'a dit Yannick, un minimum sexy et en tout cas qui ne soit pas dépaysant, d'abord par rapport au tableau EasyMeasure que vous pouvez connaître, ni par rapport aux exploitations de données Counter que les collègues peuvent effectuer sur Excel ou autres dans les différents établissements. Et alors, donc, le gros parti pris de ce tableau de bord est qu'il filtre par défaut sur le type de métrique Total Item Request, que vous voyez en haut à droite en assez gros. Donc, ce choix, il s'explique par le fait que la métrique en question, Total Item Request, donne une bonne vue d'ensemble des consultations de texte intégral et qu'il assure la continuité avec les rapports de la version 4 de Counter, que ce soit pour des anciens rapports ou pour des plateformes qui sont encore en mode Counter 4 auprès desquelles vous continuerez à télécharger des rapports pour comparer. Et donc ce tableau de bord, il est dit générique car il est pensé pour répondre à des questions générales d'analyse des usages, par exemple. À combien de Total Item Request s'élève
les usages des ressources par les utilisateurs, quel volume réalisent mes différentes communautés d'utilisateurs s'il y en a plusieurs. Par exemple, avec le CNRS, c'est le cas, il y a 10 portails, on va le voir plus bas. Quelle est la part des revues dans ces usages par rapport à celle des monographies? Ça fait partie des camemberts qui sont un peu plus hauts, je n'ai pas forcément pris les choses dans l'ordre. Quelle est la part d'open access dans le total de ces usages? Voilà, quelles sont les plateformes qui cumulent le plus? Quels sont les titres qui cumulent le plus? À quelle hauteur? Quelles sont les années de publication qui ont le plus de succès? Voilà pour les principales questions. Et bien sûr, il permet aussi, on peut filtrer un ou plusieurs de ces critères pour répondre à des questions plus précises à l'échelle d'une plateforme donnée, d'un ensemble de titres donnés. Donc, le tableau est, comme vous pouvez le voir, structuré par étage et il prend ces différentes questions de la plus macro à la plus micro. On part vraiment du type de métrique, on regarde les différentes facettes au niveau des plateformes, des ressources et aussi des métadonnées de counter sur les accès open ou controlled, sur les types de contenus. Et plus on descend, plus on va au niveau fin, au niveau du titre. Ça va être vraiment l'avant-dernier étage. On a un gros bloc avec une liste de titres qui est classée par, on va dire, nombre de consultations de total item request, donc réussi. Et encore plus en détail, l'échelonnement au niveau des années de publication les plus prisées. Et on voit bien ici donc l'effet de longue traîne dont on a tous à peu près conscience dans le sujet. Quelques précisions. Donc, à côté du titre de toutes les visualisations, il y a un petit symbole I. Et ce petit symbole I, quand on le survole, il permet d'afficher des infobulles qui précisent la finalité de chaque visualisation, de la visualisation en question, et de fournir dans certains cas des compléments d'information. Par exemple, pour tout ce qui concerne les années de publication, les IOP, il est rappelé à chaque fois que le 0001, j'en ai peut-être mis un de trop, fait référence à des rapports où l'année n'est pas renseignée, ou alors le 9999 quand l'article a été publié en online first, en avant-première, donc l'année n'est pas encore renseignée. Et ce type d'infobulle a aussi été mis avec des précisions pour data type et section type parmi les camemberts qui sont en haut du tableau, pour indiquer la relation, on va dire, parent-enfant qu'il y a entre les deux, que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé conjointement. Une autre précision qui a son importance, et on le voit ici, certains champs comportent des valeurs manquantes qui vont être indiquées sous la forme non renseignée dans les graphiques ou par un petit trait d'union dans les tables. Alors cela est complètement indépendant de notre volonté et c'est dû au fait que les rapports fournis par les éditeurs ne sont pas toujours exemplaires. Certains rapports peuvent comporter des lacunes et même sur des métadonnées de première importance comme les access type, data type ou year of publication. Donc, nous invitons les utilisateurs à faire attention avec cet aspect-là, cette limitation, et notamment quand ils filtrent, etc., pour ne pas fausser ou biaiser certaines analyses ou interprétations. Donc voilà, puisque ce tableau de bord focalise sur les total item request, il faut faire attention à ne pas supprimer le filtre qui est tout en haut du tableau, auquel cas ça va faire apparaître tous les autres types de données et le tableau deviendra un peu cacophonique, beaucoup moins parlant. Dans tous les cas, si vous repassez par la page du dashboard, c'est pas de souci, ça se remet tout de suite dans le bon sens. Et c'est aussi au niveau de ce filtre, par exemple, que si vous préférez regarder des unique item requests, vous pouvez permuter une donnée, un type de métrique avec un autre. Donc, en résumé, voilà, nous avons voulu faire en sorte qu'un maximum de monde puisse retrouver ces petits avec ce tableau, se l'approprier, se sentir à l'aise, parce qu'on a vite fait d'être noyé avec les différentes dimensions qu'il y a dans Counter et la volumétrie d'informations des différentes plateformes. Pour les utilisateurs qui voudront aller plus loin, il y aura des tableaux un peu plus typés avancés, où on essaiera de balayer des dimensions peut-être un peu plus pointues. Mais en tout cas, donc, sur l'effort d'appropriation, de facilité d'accès, ce sera à vous de nous dire si nous y sommes parvenus. Et comme l'a rappelé Fred, il s'agit d'une V1. Donc, on apportera évidemment des améliorations, on en a certaines en tête, mais vos retours compteront dans ces décisions, dans les parties pris à venir. Et
Et donc, on pourra évidemment rediscuter dans les questions ou dans les webinaires à venir. C'est tout pour moi. Merci Xavier, c'était bien présenté. Eh bien, écoutez, on va passer à la dernière partie de cette session. On est un petit peu en retard, on est désolé, et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Et on va passer à la partie ReadMetrics avec Thomas et donc les avancées par rapport à ReadMetrics. Merci Frédéric. Bah, j'en ai pour 25 minutes un minimum, hein. Tu as 25 secondes. C'est une blague, ça va aller très vite. La première, il y a 2 diapos, hein. La première diapo pour dire qu'on travaille, on a commencé à travailler, à réfléchir à une page d'accueil pour ce qui pourrait préfigurer une version publique de ce qui s'appelle ReadMetrics, donc ce qui vous concerne assez peu en tant que communauté française, parce que la communauté française est organisée autour des briques EasyParse en établissement, EasyMesure et EasyCounter opérés par l'INIST CNRS dans le cadre d'un partenariat avec Couperin, que vous connaissez par cœur. ReadMetrics, c'est la déclinaison pour le reste du monde de ces outils-là, et c'est l'intégration des 2 outils EasyParse et EasyMesure qu'on voudrait déployer dans une forme intégrée et qui serait utilisable par les collègues à l'international et en particulier en Europe et encore plus en particulier dans le cadre de l'infrastructure EOSC à laquelle on prend part depuis quelques mois. Donc on a fait une première proposition de page d'accueil que Léo a transformée en première maquette de site web pour une page d'accueil ReadMetrics. Je sais pas, Léo, tu veux en dire un mot peut-être? Bon, non, à part qu'elle est disponible en avant-première pour tous les curieux sur l'URL que j'ai mis sur la diapo. Donc c'est une GitHub Pages, donc si jamais il y a des gens qui sont curieux de voir à quoi elle pourrait ressembler, il y a une première version qui est disponible. Après, bon, c'est qu'une page d'accueil et pour l'instant, il n'y a rien derrière, mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir donner accès de 2 façons à ReadMetrics. Une façon avec un compte purement démo, avec l'accès à un tableau de bord et des données anonymisées, complètement anonymisées, juste pour jouer avec l'interface Kibana, EasyMesure et voir à quoi ça peut ressembler, enfin de quoi il s'agit quand on parle de ReadMetrics. Et puis le bouton qui permet de se créer un compte ou alors d'accéder à un compte déjà créé. Et là, pour le coup, il faut qu'on travaille sur le workflow exact de ce qu'on va proposer, mais ça va ressembler à la prise de contact avec notre équipe et la création d'un espace dédié pour un établissement ou un consortium donné qui nous permettra d'accompagner au plus près des établissements européens ou internationaux qui voudraient se mettre à utiliser ces outils-là sur la foi de ce qu'on leur présente depuis quelques temps maintenant. Fred, tu peux passer à la diapo d'après? Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et donc ça, c'est pour dire très rapidement ce que je viens déjà de dire, hein, c'est qu'on est inscrit dans le cadre de travail proposé par EOSC Pilar dans le Work Package 7, dans lequel on a pris place un peu avant l'été. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va ouvrir notre instance ReadMetrics et qu'on va faire inscrire cette instance publique ReadMetrics au catalogue des services EOSC pour que les chercheurs de la communauté EOSC puissent venir voir de quoi il s'agit. Bon, j'en dis pas plus, je vous donnerai des nouvelles quand on aura avancé plus concrètement sur ces sujets-là. Mais bon, voilà, ça suit son cours et on a de bons espoirs que l'outil soit adopté plus largement par ce type de biais-là. Voilà pour moi. Merci Thomas. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la sprint. Je vais quand même vous donner les prochains rendez-vous. Donc, les prochains rendez-vous, c'est la sprint numéro, alors il y a une petite erreur, c'est la sprint numéro 56 du mardi 6 avril 2022. Donc, ça sera donc pas le lundi comme aujourd'hui, mais le mardi à 14h30 en distanciel. Le prochain groupe GTI organisé par Jacqueline Gillet, c'est le mardi 22 mars 2022 à Paris et c'est le retour du présentiel. Voilà, donc ça va être intéressant que toute l'équipe se retrouve là-bas à Paris. Et puis pour les webinaires thématiques, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va continuer la campagne donc des saisies des identifiants Sushi Counter 5
Donc, c'est passé aujourd'hui, le 14, le 21 et le 28 mars, donc de 14h à 14h30. Et il y aura toujours aussi en prévision un webinaire qui sera organisé pour la présentation de l'interface EZ-NP Wall, et c'est Léo qui s'y collera, et on vous donnera les dates bientôt. Pour les supports mutualisés, ça continue toujours. Le prochain support est organisé le 28 mars 2022 de 10h à 12h. Donc, c'est Thomas et moi qui présenterons ce support. Et là, on va donc parler des tableaux de bord génériques pour les correspondants EasyMesure. Donc, j'invite tous les nouveaux inscrits pour l'espace EasyCounter, enfin l'espace EasyCounter Sushi 5, de s'inscrire à cette petite formation, puisque on parle de EasyParse ou de Counter 5. Les tableaux de bord fonctionnent avec Kibana, donc ça pourrait franchement vous intéresser. Voilà, et puis donc, on arrive à la fin et on vous remercie beaucoup de votre présence.